Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, à Paris, il est 17h13, bientôt 14. J'ai dit 17h15. Comme ça vous permet d'écouter cette musique qui prépare chaque émission, qui annonce chaque émission. Une musique de Dead Can Dance. Un petit peu la trance. Vous êtes connecté sur la web TV Radio, plutôt TV que radio d'ailleurs. Étoile du Cœur, comme tous les jours, une émission en direct. Donc de 17h15 à 19h15, peut-être au-delà. Bienvenue à vous pour découvrir ou redécouvrir Charles Anthony qui est mon invité dans En suivant les étoiles, générique. Bonsoir Charles Anthony. Bonsoir mon ami. Nous ne connaissons que depuis quelques minutes. Absolument, oui. Mais le tutoiement est venu rapidement. Naturellement. Charles. Oui. J'ai lu Vis ta vie 3 fois, tout à l'heure même. Tu n'as pas lu Vis celle des autres? Non. Okay. D'accord. 3 fois. 3 fois, même pendant mon dîner tout à l'heure. C'est ma vie, donc je la vis comme je l'entends. Exactement. Il faut espérer, hein. Il faut l'espérer. Ça serait l'idéal pour chacun, de vivre sa propre vie et pas celle des autres, de celle qu'on essaie de lui imposer depuis qu'il est enfant, évidemment. Puis qu'on est gamin, on nous dit ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et finalement, à la fin du compte, on ne sait plus ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc à un moment donné, il faut décider de voir par soi-même et d'essayer de sentir les choses par soi-même et de décider de ce qu'est sa vie à soi et ce qu'on veut exactement, quoi. J'aime tous mes invités, mais ce soir, j'aime Charles Anthony. Ce livre que j'ai lu, Charles, oui. Je me souviens, j'avais 6 ans, on voulait m'imposer quelque chose et j'ai dit mon cul. Exactement, ça c'est parfait. Et oui, très bien. C'est la seule chose qu'il faudrait dire. Bon, mais à 6 ans, tu commençais à parler, évidemment. Un petit peu, quoi. Mais le problème, c'est d'être fidèle à cette enfance, justement, à ces 6 ans. Et une vie réussie, si vie réussie il y a, c'est lorsque l'on est fidèle à cette enfance qu'on a vécue, à nos rêves d'enfant. Si on a réussi à maintenir ses rêves d'enfant toute une vie, alors on a une vie réussie, quoi, en gros. Oui, mais quel rêve? Celui de l'homme endormi ou... Non, c'est un rêve créateur. Tous les désirs que nous avons, il faut les assouvir, n'est-ce pas? Donc, quand on est enfant, en général, on n'a pas des désirs d'assassinat, bien entendu. On a des désirs créateurs, on a envie de faire des choses, on désire réaliser des choses. Et c'est ça qu'il faut réaliser par la suite dans sa maturité, c'est bien évident. Hein. À quel âge as-tu commencé à te réveiller, Charles? Mon ami. Tu sais, ça on peut pas dire, mais en tous les cas, des questions se sont posées, forcément. Et le réveil, c'est une autre paire de manches, c'est un autre plan. Mais en tous les cas, des questions se posent. Hein. Quand on est enfant, quand on voit son entourage, on se dit, il y a quelque chose. On se dit une chose est évidente. Tout est de la merde. Les humains sont de la merde. Ce qu'ils aiment, c'est parler, éjaculer de la bouche. Il suffit de leur prêter l'oreille et ils vous déballent tous leurs problèmes. Ensuite, ils sont très contents et ils vous remercient de leur avoir prêté attention. Ils se fichent pas mal de ce que vous pensez et même de savoir si vous pensez. Et encore moins si en réalité vous les avez écoutés ou non.
Ce qu'ils veulent, c'est avoir l'impression d'être entendus. C'est la raison pour laquelle les psychothérapies de toutes sortes fonctionnent parfaitement. Combien de psychanalystes, pendant que leur client débite sa problématique, rêvent à autre chose, et s'ils ne disent mot à la fin de la séance, cela doit être interprété par le patient comme un acte voulu de compréhension. Pas étonnant par conséquent si sur notre misérable planète Terre, des foyers de lutte s'allument chaque jour. Personne n'entend personne et tout le monde voudrait être écouté. Pas étonnant aussi que les moments de paix ne soient que des instants transitoires. Comme disait le Christ, « Je suis venu apporter le glaive et non la paix ». Il est vrai que parfois c'en est beaucoup trop. En effet, lorsque toute la journée on les entend déblatérer sur tout et sur rien, parfois il suffirait de peu pour vous faire sortir de vos gonds et de tirer dans le tas comme dans un jeu de quilles. Un monde de fous où certains enferment d'autres fous pensant qu'ils sont encore plus fous qu'eux. Ainsi va le monde. Cirque sans fin. Bien entendu, il n'est pas question de le leur montrer, sinon ils vous enferment. Tout ce qu'il faut faire, c'est écouter, puis conclure par un « oui, c'est exact ». Et ensuite, faire ce que vous estimez devoir faire. Pendant longtemps, j'ai cru que toutes ces personnes avaient quelque chose à dire, quelque chose à partager, et que j'avais même quelque chose à apprendre. Mais pas du tout. La seule chose que j'avais à apprendre, c'est ce que je viens de dire. Rien. Il faut comprendre définitivement que les gens sont là uniquement pour se vider en vous, sans aucune retenue. Vous n'existez pas, vous n'êtes qu'un prétexte à leur vomissement, rien d'autre. Je n'ai jusqu'à présent jamais vraiment compris la nature humaine. S'il existe un bon Dieu, comme le disent certains, pourquoi en est-il ainsi? Qu'avons-nous exactement à expier? Car ici, c'est un véritable purgatoire. On peut s'interroger quant à cette gigantesque farce. Peut-on y échapper? Oui, certes, sans aucun doute. Cela, j'en suis certain. Mais la raison exacte de cet enfer, je ne parviens toujours pas à saisir. C'est le premier chapitre du livre « Vie ta vie » écrit par Charles Anthony en 2006. Et j'ai toujours autant de jouissance à lire et à relire ce passage. Et lui, Charles, tranquille, il écoute. C'est une Bible. Il est génial ce livre. Pour certains, c'est un livre de chevet, hein, vraiment. Tu vois? Certains me disent ça. Bon, mais moi, je l'ai écrit assez spontanément. Évidemment, j'ai travaillé un peu l'écriture, mais enfin, je l'ai écrit assez spontanément. Mais pourquoi en est-il ainsi? Ça, effectivement, je ne peux pas dire. La seule chose que je vois, c'est que nous sommes dans le monde. Nous vivons dans un monde. Et en français, le monde, si on l'inverse, évidemment, ça donne démon. Donc je pense que les mots, comme toujours, n'ont pas été choisis par hasard. Hein. Ceux qui ont fait les langues, qui ont étymologiquement, etc., n'ont pas fait les choses par hasard. Donc nous vivons dans un monde de démons quelque part. Hein. Le monde, c'est ça. Donc je ne sais pas si c'est le purgatoire, mais en tous les cas, c'est transitoire. À nous de voir comment nous pouvons progresser, évoluer dans ce monde, mais enfin, nous avons un travail important à faire. Dans quel état étais-tu quand tu as écrit « Vie ta vie » ? Non, il n'y a pas d'état particulier. Tu sens que c'est bon, quoi. Tu écris ça. Si tu veux, tu sens. Moi, je ne... Tu étais pessimiste, désabusé? Non, moi, je suis tout à fait lucide. C'est pas pareil. Extra lucide, tout à fait. Mais si tu veux, je vois les choses telles quelles, mais ça ne me déprime pas. Je ne vais pas vers le négatif. Non, je n'ai pas de dépression, des choses comme ça. Sauf que je vois les choses telles qu'elles sont. Tu vois, si je vois la télé, par exemple, ça ne me déprime pas. Je regarde les infos, je dis, bon, évidemment, c'est assez catastrophique quand tu écoutes ça toute la journée. Mais moi, ça ne me touche pas, parce que moi, je suis lucide de la situation, tu vois.
C'est-à-dire que j'ai mis les choses en place. Donc on ne peut pas m'avoir aussi facilement en essayant de... Les médias ne peuvent pas complètement me envahir mon cerveau, si je puis dire, tu vois. Donc par rapport à ça, je suis libre. Et je suis libre de penser intérieurement ce que j'ai envie de penser. Et c'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, la liberté absolue, elle est intérieure, en fait. Comme le disait Krishnamurti, si tant que tu ne trouves pas cette liberté intérieure, évidemment, tu vas être pris par tous les à côté de la vie ordinaire. Et là, tu vas te faire ensevelir, évidemment. Mais à partir du moment où tu as trouvé ce centre, disons, ce centre sacré, on va dire, une sorte de verticalité, tu vis cette chose-là, et qui n'a rien à voir avec des états ou des choses. C'est quelque chose de... C'est même pas un état, c'est un fait évident, naturel, de ce qui est ma vraie nature, si tu veux, tu vois. Et donc, à partir de là, je peux naviguer sans être forcément... bien sûr, tu joues le jeu, forcément. Tu vis dans une société, tu es bien obligé de jouer le jeu. Tu vois, tu vis sociétal, quoi. Mais tu es comme un acteur, c'est-à-dire un acteur, il monte sur scène, il fait son rôle, mais il ne se prend pas définitivement pour Othello. Parce que s'il se prenait définitivement pour Othello, le spectacle s'arrête, il tue Desdemone, etc. Les spectateurs s'en vont, alors là, c'est un happening, c'est plus pareil. Le happening, ça se fait qu'une fois, tu vois. Mais à ce moment-là, il ne pourra pas jouer le lendemain. Et il n'y aura plus d'acteur, ni d'actrice. Tu comprends? Donc, pendant ce temps-là, il est très lucide. Mais bien sûr, en même temps, il fait croire, si tu veux, au public. Parce que sinon, il n'y a aucune raison de faire du théâtre. Et il fait croire qu'il tue Desdemone, mais il ne tue pas. Et les gens applaudissent. Et tu parles d'expérience, évidemment. Mais évidemment. Parce que j'ai été moi-même acteur. Et j'ai connu les grands du théâtre de notre époque. Enfin, disons, du deuxième partie du XXe siècle, si tu veux. Hein. Des gens comme Grotowski, etc., que j'ai rencontrés. Tu vois? Donc ça, c'est important. Et cette idée de théâtre est aussi l'idée de théâtre traditionnel de l'Inde, puisque le Mahabharata, c'est le Maha, ça veut dire grand, Bharata, c'est théâtre. Et le vrai nom de l'Inde, ce n'est pas les Indes, ça, ce sont les Anglais qui l'ont donné. Mais en fait, la réalité, c'est... L'Inde s'appelle le Bharata. Bharata, d'où vient le mot français baratin, bien entendu. Mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est la terre du théâtre, absolument. Par exemple, Charles Anthony. Oui, dis-moi. J'adore t'écouter parler, mais Merci. je vais devoir de temps en temps me contraindre à t'interrompre parce que Bien sûr. c'est vrai que nous nous sommes rencontrés en 2006. On ne s'est pas vu souvent. Non. On a passé quelques nuits Voilà. de radio. Tout à fait. Je me souviens être venu dans ton antre. Oui, tout à fait. Étonnant d'ailleurs. Eh oui. C'est très étonnant là où tu vis. Je ne sais pas. C'est une ancienne salle de théâtre Non, ça ressemble un peu, mais en fait... Ça y ressemble un peu, ouais. Oui, mais en réalité, c'est un atelier de peintre. Un atelier de peintre, oui. Mais parce que j'ai mis quelques tentures rouges, donc effectivement... C'est vraiment ton univers, là. C'est mon univers, oui. Et en préparant l'émission, depuis hier soir, j'ai écrit ce matin sur ma page Facebook une phrase d'une Québécoise qui s'appelle Isabelle Fontaine. Je me suis dit, tiens, elle viendra à point pour que j'en cause 2 mots à Charles Anthony. Oui. Elle écrit « Moi, j'aime les gens, et en même temps, ils peuvent penser ce qu'ils veulent de moi. C'est bien correct. Ils sont libres de juger. Je suis libre d'être qui je suis. » Tout à fait. Elle a tout compris, elle aussi. Exact, oui. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, c'est leur problème. L'important, c'est de ne pas se laisser impliquer dans ces histoires-là, c'est leur affaire. Si quelqu'un me dit « je suis crétin », bon, il n'y a pas de problème pour moi. Par contre, ça va vexer beaucoup de gens, tu vois. Mais moi, si tu veux, comme je dis toujours, je ne joue plus au tennis. Sauf si je suis, évidemment, McEnroe et je vais gagner beaucoup de pognon, donc je renvoie la balle. Mais moi, je ne joue plus au tennis. Donc tu m'envoies la balle, je la renvoie pas, c'est tout. Et la partie s'arrête. Tu comprends? S'il y avait du pognon derrière, oui, je dirais, bon, je te renvoie la balle. Voilà. Et elle a raison là-dessus, c'est pas un problème, ça me traverse. La balle passe à côté, elle traverse, et personne n'est atteint. Parce qu'en finale, il y a, si tu veux, l'aboutissant de tout ça, de ce type de recherche, c'est qu'il n'y a plus personne. Persona, là également, le masque. Hein. Alors on met le masque comme un acteur pour jouer son rôle, il n'y a pas de problème social, etc.
Mais après, derrière le masque, c'est ça, le théâtre traditionnel, que ce soit en Inde avec le kathakali, Kodiyattam, etc., ou au Japon, le no japonais ou le kabuki, etc., c'est toujours des masques, etc. C'est extraordinaire. Ici, nous n'avons plus que des acteurs, disons, avec des bon, chacun a son petit truc, quoi, on va dire. C'est tic, si tu veux, d'une certaine manière. Mais dans le théâtre vraiment traditionnel, c'est les théâtres sacrés, c'est hors norme. Ah, Louis Jouvet, par exemple, avait son masque à lui. Louis Jouvet, d'une certaine manière. Ouais. Mais, si tu veux, Louis Jouvet, ce qui était extraordinaire, c'est qu'au départ, peut-être, c'était pas un très bon acteur. Et en plus, il avait un défaut d'élocution, comme tu sais, etc. Et donc, c'était difficile. Dulin l'a pris en charge, Charles Dulin, qui était un des grands maîtres de l'époque du théâtre, notamment au Vieux-Colombier, etc., avec des gens comme Copeau, etc. Et donc, il a travaillé sur son handicap, si tu veux, parce qu'en fait, un handicap peut servir de tremplin à autre chose. Et Jouvet est devenu extraordinaire, puisqu'il avait évidemment cette espèce de masque en même temps avec beaucoup d'humour. Et donc, ses répliques étaient vraiment... elles tapaient juste, quoi. Hein, tu vois. C'est surtout la diction qui a fait La diction, c'est extraordinaire. En deux mots, la diction en deux mots. Oui. Ouais. Bon, je ne sais pas si tu connais une des histoires, parce que moi, j'étais étudiant au théâtre à l'époque, dans les années 60, au Vieux-Colombier. Donc c'est là que ça se passait avec Dulin, Copeau, etc. Et donc il y a une histoire avec Dulin qui fait une mise en scène, évidemment, je ne sais plus quelle pièce, c'était pièce de Molière, je ne me souviens pas. Et donc, à un moment donné, dans le décor, si tu veux, moi je connaissais bien le théâtre, il met juste un pot de fleurs. Et à ce moment-là, Jouvet se lève, il était en train de regarder, quoi, de la mise en scène se faire, et dit à Dulin, maître, on se croirait au Châtelet ici. Parce que le Châtelet, tu sais, c'était les chevaux, etc., beaucoup de choses. Donc il avait pas mal de répliques comme ça qui étaient intéressantes, tu vois. Et notamment quand Dulin, un jour, dit que j'aimerais bien donner 1000 balles pour celui qui a fait cette connerie. J'aimerais bien savoir qui c'est. Et Jouvet se lève et dit maître, c'est moi, file-moi les 1000 balles. Voilà, bon, il y a beaucoup d'histoires, hein, si tu veux, sur Jouvet. Mais Jouvet est un personnage hors du commun, très intelligent. Il a fait découvrir beaucoup de monde. Giraudot, etc. J'avais posé la question à Arletty en 85. Ah ben voilà. Et elle m'avait dit c'était vraiment un fabuleux compagnon. Il était présent, il était intelligent, il avait le mot juste, le sens de la critique. Et lui, je te dis exactement, il faudrait que je retrouve l'enregistrement. Elle m'avait dit, Arletty, nous sommes tous au courant que nous vivons dans un système. On est dedans ou on est dehors. Autant rester dedans. Oui, non, mais et ne pas le critiquer puisque nous en faisons partie. Il en jouait bien et puis il savait, il avait un très grand sens et puis il avait une grande présence, même au cinéma, on voyait bien. Tu regardes le truc du Nord de Carnet, Hôtel du Nord, il est fabuleux, quoi. Non, c'est des gens, et puis très intelligents. Il a écrit des bouquins extraordinaires sur l'acteur, etc. Parce qu'il est entre les scènes, si tu veux, il écrivait dans son vestiaire. Et il a écrit des bouquins, Écoute mon ami, etc., qui sont les meilleurs bouquins sur l'acteur et le théâtre. Pourquoi on parle de Jouvet au juste? Pourquoi je t'ai embarqué vers Jouvet? Peut-être que je ressemble à Jouvet, je ne sais pas. Non. Tu sais, non, mais ça a été une de mes idoles à l'époque du théâtre. C'est pour ça que je t'en parle. Oui, voilà. Je t'en parle, Charles. Bien sûr. On a un peu de retard, c'est Paris. Les taxis sont pas toujours... C'est-à-dire le retard par rapport à quoi? C'est ça qu'il faut mais définir. Oui, parce qu'il y en a qui commençaient à dire « Oui, mais pourquoi vous commencez pas à 17h » Par rapport à ma mort, je suis effectivement pas en avance. Tu es en avance? Non. Pas en avance. Oui. Non, mais il y en a beaucoup qui diront, dont nous faisons sûrement partie. Voilà. Regardez, on a tout notre temps. Hein. On a tout notre temps. Moi, j'ai tout le temps de l'univers. Alors, il y a... alors, je ne peux pas te dire si... Je pense que c'est Gélouane, ou Mourad, qui écrit « Bonjour à vous, monsieur Jean-Claude Carton. Bonjour, monsieur ou madame. Et un grand bonsoir à maître Charles Anthony. » Et il a raison. J'aurais aimé poser des centaines de questions. 2, ça suffira. Bon, c'est moi qui rajoute. Mais j'imagine que le temps de l'émission ne le permettra pas. Arrêtez d'imaginer. S'il vous plaît. Dans votre livre « Vie ta vie », chapitre rapport de pouvoir, vous parlez d'un personnage étrange qui possède des secrets perdus dans certaines traditions.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer sur cette personne et sur ses secrets traditionnels? Ça va être très difficile, puisque d'abord, je ne dis pas son nom, etc. Et puis, il m'a toujours demandé de ne pas le citer, etc. Mais enfin, c'est un personnage hors du commun. Et effectivement, lui m'a appris d'une certaine manière à ne plus, être influencé par les autres, que les autres n'aient plus de pouvoir sur toi. Et dans le même temps, ne pas exercer de pouvoir sur les autres, bien entendu, réciproquement. Et en exerçant plus de pouvoir sur les autres, l'autre ne peut plus avoir de pouvoir sur toi. Et ce qui se passe, c'est que le contraire, évidemment, ce qu'on voit en politique, etc., c'est toujours les histoires de pouvoir, bien entendu. Alors, on ne dit pas que tu n'as pas un pouvoir, j'ai un pouvoir, mais tu ne l'exerces pas contre l'autre. Et l'autre ne peut plus ne peut plus exercer son pouvoir sur toi-même. Voilà, c'est ça qui m'a appris, entre autres. Bien, nous n'en saurons pas davantage. Non, le personnage, je ne peux pas en parler. Mais enfin, c'était un alchimiste, etc. J'ai ouvert Vite à Vie à la page 51 au hasard. Oui. Comme toujours, phénomène de synchronicité. Il y en a qui y croient, d'autres qui n'y croient pas, peu importe. On parlait de la mort. Oui. Tu écris, page 51, nous finirons même par oublier notre propre mort, mais celle-là ne nous oubliera pas. Elle ne nous oubliera pas. Elle se profile en permanence parce que tu ne sais jamais quand ça va se passer. Je peux très bien sortir d'ici et puis voilà, une tuile me tombe sur la tête ou n'importe quoi. Hein. On a choisi un autre endroit un peu plus loin. Voilà. On a encore besoin de toi. Mais l'intérêt de ça, ce qu'il faut, c'est pas d'avoir peur de la mort, c'est de se préparer, ce qui n'est pas pareil. Et en général, nous, les humains, nous avons extrêmement peur de la mort, tu vois. Nous vivons avec cette peur. Comme disait Castaneda, la peur, effectivement, vous suit comme votre ombre. C'est vrai, mais on vit avec. Et en vivant avec, c'est tout à fait autre chose. Et donc, je ne dis pas qu'on se prépare, mais à un moment donné, on réfléchit, on étudie la chose, et on voit que la mort, peut-être, n'est pas la mort... elle n'est pas semblable pour tout le monde. Tout le monde ne vit pas la mort de la même manière. Il y a des gens qui sont tout à fait tranquilles devant la mort. La mort du corps, bien entendu, puisque le reste... On peut en parler, c'est une mort psychosomatique, si tu veux. Moi, effectivement, je sais que mon corps va périr. Il va être mangé par les vers de terre ou autre chose, je n'en sais rien. Mais la question qui se pose, évidemment, l'essentiel, c'est est-ce que je suis que ce corps? Voilà. Alors, ou est-ce que ce corps n'est qu'un instrument qui m'est donné pour réfléchir à autre chose, tu vois? Et à ce moment-là, je réfléchis, et puis après... Et je vois si ce corps va mourir, évidemment, ce corps va mourir, ça c'est clair. Il va se détériorer. Mais après, tu sors, effectivement, de la peur de la mort. C'est ça qui est important. Parce qu'à un moment donné, tu ne confonds plus la mort et la naissance, tu vois, ou la vie plutôt. Tu ne confonds plus la mort et la vie. Tu vois que la mort, et l'envers de la mort, c'est la naissance, c'est pas la vie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La vie ne dépend ni de la naissance, ni de la mort, ni quoi que ce soit. La vie est la vie. Et c'est ça, vie ta vie, tu vois. Mais par contre, le contraire de la mort, c'est la naissance. Voilà. C'est pas pareil. C'est pas pareil, il faut arriver à comprendre ça. Et la naissance, effectivement, tu as une naissance de ce corps et tu as la mort de ce corps. Mais la vie, peut-être qu'elle est au-delà, et avant la naissance, et avant la mort, et après la mort. C'est où au-delà? Non, elle est au-delà de ce corps, c'est ça que je veux dire. Elle est à l'intérieur de ce corps. Non, parce que beaucoup parlent de l'au-delà aussi. Non, moi je ne parle pas de l'au-delà. C'est pas ton truc, ça. Non, c'est pas mon truc. La vie après la vie, ce ne sont pas des sujets qui t'intéressent. Les NDE. Ça te branche pas? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que... c'est con ça, parce que moi ça me passionne. Hein. Mais c'est formidable. Même que demain, je vais encore consacrer la 120e ou 130e émission à ça. Tout à fait, tu as tout à fait le droit, et c'est très bien comme ça. Mais je connais des gens qui me disent être passés de l'autre côté, etc., et d'être revenus. Mais pour moi, tant que quelqu'un revient, c'est qu'il est toujours vivant. Nous sommes d'accord. Il était dans un état comateux, effectivement. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, Charles, comme souvent d'ailleurs. Le problème, il est là. Ne pas confondre la mort et les états comateux. Ça n'a rien à voir, on est d'accord. Oui, mais je gueule depuis des années là-dessus, mais personne ne m'écoute. C'est ça que je dis, mais c'est tout. Moi, un mort, il est enterré, donc... Tu le coupes en deux si tu veux, ou en trois, en quatre. Il y a quand même eu de très rares cas. Oui, mais il y a peut-être le Christ, mais ça, c'est autre chose. Oh non, tu sais, là, j'avais rencontré en 2003
Elle m'avait porté un certificat médical. Tiens, on parle de ça, mais je trouve ça génial parce que c'est à bâton rompu, hein, Tout à fait. cette discussion. Moi, j'aimerais bien que de temps en temps, ils m'amènent des certificats médicaux comme quoi ils ont été déclarés morts cliniquement. Voilà, pour moi, s'ils le mettent, je sais pas, moi, s'ils le coupent en 2 ou en 3, Hum. après, s'ils reviennent, alors là, je dis, d'accord. Non, mais il y en a qui ont vécu véritablement Oui. des morts cliniques avec certificats médicaux à la pluie. Mais ce qui m'a paru souvent étrange, c'est que ceux qui me l'ont raconté, en tous les cas, ce que je connais, c'est que tout était merveilleux. Toi aussi, oui, on te dit ça, oui. Oui. Alors le problème, c'est que quand je les connais de visu, vraiment, je les fréquente, eh bien, ils sont pas rigolos, quoi. Ils en veulent à la terre entière, etc., etc. Alors donc, il y a un problème, là. Quand ils étaient dans l'au-delà, on va dire, ils étaient en béatitude, tout était merveilleux, merveilleux, et ils reviennent, et ça leur a rien donné de plus. Parce qu'ils sont aussi égoïstes, etc. Ah ben c'est génial parce que tu es éditeur, Oui. ne pas l'oublier. Et mon invité de demain, qui s'appelle Vincent Hamin, qui a vécu quelque chose un coma, une expérience qui était filmée. Ça a été filmé dans un bloc opératoire il y a 13 ans. Il y avait 2000 internes qui suivaient ce qui s'est passé. Oui. Donc, je veux dire, il y avait du monde, tu vois. Bien sûr. Et il vient d'écrire un texte qui est plus vers le spirituel que vers la romance. Ah oui, non, mais c'est possible. Lui, il n'a pas discuté avec Dieu, tu vois. Tout à fait. Et toi? Avec Dieu. Oui. Alors, tout dépend, évidemment, de ce concept de Dieu. Encore une fois, on peut en discuter longtemps. Donc Vincent cherche un éditeur, je te ferai parvenir son tapuscrit. Oui, d'accord. Tu diras, tu fais ce que tu veux. Bien sûr. Peut-être que ce sera la première fois. Oui, mais pas de problème. Moi, je suis là pour, Tu es curieux. pour recevoir des manuscrits et lire et m'intéresser à la chose. Après, je vois, je décide. Bien sûr, je ne peux pas appuyer tout le monde. Malheureusement, je ne suis pas Gallimard, tu vois. Donc, il faut que je me restreigne. Mais je lis, surtout si c'est un ami qui me l'envoie, etc., bien sûr. Mais j'attends de le rencontrer, je ne l'ai pas rencontré. De faire l'émission, et puis je suis certain, je t'enverrai et l'émission et son tapuscrit. D'accord. Il y a une autre question de Gelouane Mourad. Aussi, je trouve votre livre « Développement essentiel, manuel du champ unifié de conscience » particulièrement difficile. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer un peu plus en détail ce que sont les morphèmes, les vortex, l'art royal? Ah, putain. Oui, mais tout ça, bon, le livre Développement essentiel est très complexe parce qu'il parle notamment des nutriments et beaucoup de choses, les morphèmes. Les morphèmes, et comment dire, par exemple, une pomme. Si tu prends une pomme, tu la coupes en 2, d'accord, et tu vois. Le morphème, c'est comment dire, l'essence de la pomme. Tu vois, elle a une essence, tu vois bien qu'elle n'a pas vraiment un noyau, mais elle a une intériorité dans la pomme. Il y a un intérieur. Comme la noix. Oui, mais voilà. Une noix, qu'y a-t-il dans une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est ouverte? Mon cerveau. Oui. Bien. Et donc, un morphème, c'est ça. Donc, il y a des morphèmes pour tout. Ouais. À partir du moment où tu établis le morphème d'une pomme ou d'autre chose, de ce que tu veux, à ce moment-là, tu peux agir directement sur le morphème et non pas sur la pomme à l'extérieur. C'est le centre de la pomme, c'est la chose essentielle. Tu comprends ? Mais on le retrouve où, ces morphèmes? J'avoue que c'est la première fois que j'entends ce mot. Oui, moi, ça me fait penser à morphale. Mais bon, ça n'a peut-être rien à voir quand tu parles de pommes. Il faut que tu lises mon bouquin, Le développement essentiel. On est tellement à lire. Oui, je sais bien. Bon, les vortex, c'est encore un nom magique, ça. Non, oui, mais ça, on emploie maintenant de plus en plus le mot vortex. Quelqu'un va à Lourdes ou je ne sais pas quoi. Il va sur un terrain quelconque et il dit, tiens, la Terre, là, il y a un vortex, il y a quelque chose qui tourne, n'est-ce pas ? Alors, c'est comme une spirale, une hélice, si tu veux, elle tourne à droite ou à gauche suivant Voilà, on ne va pas parler de la svastika, qui est une sorte de vortex aussi, mais ça, c'est tibétain, plus ou moins. La svastika ou en Inde. Mais il y a des vortex dans la Terre, si tu veux, il y a des endroits, effectivement, qui tournent, qui sont plus positifs ou négatifs que d'autres. En fait, tu connais ça. C'est le mec qui fait le Compostelle, par exemple, c'est parce qu'il a des raisons à un moment donné, il va rencontrer des vortex et ça va le dynamiser, si tu veux. Et en même temps, les vortex, si tu veux, c'est aussi ces sortes de chakras que l'on a dans le corps physique et qui tournent. Il n'empêche que c'est invisible, ils sont invisibles à l'œil nu. Les vortex, oui. Après, on peut les ressentir. D'accord. Comme quand tu vas dans une cathédrale, si tu veux, à Chartres, par exemple. À Chartres, tu as certains endroits où tu te sens soulevé, ou bien tu descends en dessous, ou bien tu regardes la lumière qui apparaît à certains moments à Chartres.
une fois de temps en temps, si tu te mets dans le faisceau, si tu veux, de cette lumière, tu as un vortex d'enfer qui se met Un vortex vibration. d'enfer dans une cathédrale, Charles. Tout à fait. Je sais pas, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps. Je n'ai rien éprouvé. Et ce Non, mais fameux faut- labyrinthe est resté complètement. Oui, mais le labyrinthe, le problème, c'est qu'ils mettent parce que des tout le monde chaises. va voir le. Voilà. Voilà, il y a des chaises, donc il ne sert plus à rien, Hum. quoi. Il est inexistant. Mais par contre, il faudra que tu trouves cet endroit, c'est un petit trou comme ça, dans un des vitrails, et la lumière passe de temps en temps. Je ne sais pas tous les combien, mais assez rarement. Et là, c'est l'instant le plus fort à ce niveau-là de Chartres. Donc on peut éprouver tout ça. Donc, voilà. L'art royal. La royale, c'est l'alchimie, si tu veux, Hum. bien sûr. Mais là, la royale, encore une autre chose, il n'y a que les alchimistes qui ne peuvent travailler qu'avec leur père, finalement. Hein, c'est quand même toujours très tenu, un peu discret, pour pas dire secret, tu vois. L'alchimie est une chose très difficile. Normalement, tu vois, des gens comme Fulcanelli, tout ça, Hum. les gens, ils sont toujours en train de chercher à savoir qui est Fulcanelli, qui n'est pas Fulcanelli. Alors chacun a ses réponses. Mais personne n'a véritablement trouvé qui est Fulcanelli, enfin dans ceux que j'ai rencontrés en tout cas. Donc quand même, l'alchimie, c'est l'art royal, mais c'est aussi la pierre philosophale. Mais j'en ai vraiment rencontré avec la pierre philosophale. Toi qui connais beaucoup de monde depuis Oui, bien tant sûr. d'années, Oui. je pense que tu as entendu parler de Richard Ketzin. Mais je le connais, il est venu me voir. C'est vrai, je ouais. le connais, bien sûr, il y a quelques années déjà. Hein. Ouais. Oui, mais lui, c'est la langue des oiseaux, tu vois. Beaucoup plus que. Et beaucoup plus. Je ne sais pas s'il travaille sur les éléments métalliques, tu vois. Qu'il a les fourneaux ou pas. Non, il n'a suis pas. pas sûr. Non, il n'a pas. Non, il est. Lui, c'est un peu la langue des oiseaux. Alors, évidemment, c'était très intéressant, la langue des oiseaux. Mais on ne peut pas parler d'alchimie des fourneaux, quoi. Ça n'a rien à voir. Métallique, si tu veux. Alors, il y a la chimie, évidemment, des fourneaux métalliques. Il y a la spagyrie. La spagyrie, ce sont les plantes. Ça, c'est encore différent. Et puis après, tu as, dans les traditions, des alchimies internes, comme par exemple dans le taoïsme, tu vois. Tu as les champs de cinabre, tu sais, 3 champs de cinabre, etc. Et donc, tu as le fourneau en bas qui met le feu, si tu veux, tu vois. Tu te souviens de ça, les images comme ça? Et pour, évidemment, mettre les 3 champs de cinabre en branle, quoi. C'est-à-dire, donc, se développer. Mais il n'a jamais été question de transmuter l'or en or, pas le plomb en or, quoi. Non, parce que ça, ce sont les alchimies internes. Nous sommes d'accord, oui, mais. Mais il y a des alchimies externes. Bien Bien sûr. Mais est-ce que, à ta connaissance, Oui. un homme aurait réussi vraiment la transmutation du plomb Je en or? pense qu'il y en a qui ont réussi, mais comme toujours... Ils sont rares. Oui, ils doivent être assez rares, mais ils sont toujours avec des pseudonymes. Raymond Lull, tu vois, des gens comme ça. Raymond Lull avec sa nana, enfin bon. Et à un moment donné, ils disparaissent. Ils ont toujours des pseudonymes et ils disparaissent. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Bon, Fulcanelli, ils ne savent toujours pas. Est-ce qu'il est mort? Pas mort, on ne sait pas. Donc il y a plein, il y en a d'autres. Au 19e siècle, il y en a encore. Et Fulcanelli, au 20e siècle. Et puis, bon, je dis Raymond Lull et d'autres. Mais Flamel. Flamel, par exemple. Vraiment, est-ce que Flamel a véritablement. Bon, tu me diras, je n'étais pas là. Non, moi non évidemment. plus. Mais bon. Mais Flamel, ce n'était pas un imbécile. Ça, je peux te dire. Non. Parce que ça reste quand même encore un sujet totalement inexpliqué. Recherché aussi en même temps. Et si tu veux, par exemple, si tu vas à Prague, tu as la rue des alchimistes à Prague. Et je ne me souviens plus qui était le roi à l'époque à Prague, mais il faisait venir les alchimistes, tout ça. Et donc, il y a toujours cette fameuse rue à Prague, la rue des alchimistes, où ils pouvaient travailler librement. Je ne me souviens plus comment le nom de ce roi, oui. Il les aimait bien, en tous les cas.